Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier le groupe GDR et notamment le rapporteur Morel de mettre à l'ouvrage cette proposition de loi d'initiative sénatoriale. Le XXIe siècle est et sera celui des réseaux, et notamment celui des réseaux collectifs d'énergie, de ressources, de communication, socio-numérique également. L'accès à Internet à très haut débit est aujourd'hui un besoin et un droit dont l'État doit assurer l'égal et universel accès pour toutes et tous. Et c'est la raison pour laquelle une politique publique de déploiement général de la fibre a été engagée en 2013 et qui visait à combler la fracture numérique sur l'ensemble du territoire d'ici à fin 2025. Pour autant, et ça a été souligné, si la couverture est satisfaisante, elle n'est pas complète. De surcroît, lorsque la fibre est déployée, ça n'est pas sans défaillance et rupture de service. Dans ma circonscription, en Seine-et-Marne, notamment à Melun et à Damary-les-Lys, la sécurisation des armoires fait défaut au bon accès à Internet. C'est souvent le chaos, les fils en bataille, les déconnexions à portée de main. On ne blâmera pas outre mesure, même si c'est tentant, les agents diligentés par les opérateurs privés, les sous-traitants en mode stock, entre intervention à l'arrache et bidouilles non coordonnées, qui doivent composer bon an mal an avec la complexité matérielle de ces réseaux, ainsi que leur robustesse pas toujours optimale. On le sait, il y a un gros problème de maintenance au-delà du seul déploiement, qui n'est que le début de la mise en réseau. Il y a aussi, en plus des pannes prévisibles et des malfaçons, une recrudescence de sabotage dans les armoires. Toujours dans ma circonscription, je citerai la déconnexion brusque de 600 abonnés en novembre 2023 dans la commune de Pringy. Élus locaux et administrés, naufragés de la fibre, m'ont fait part de leur sentiment d'abandon, de leur exaspération, confrontés au silence des services techniques. Si ces situations existent partout dans notre pays, c'est en Outre-mer que la situation est plus alarmante. Le niveau de déploiement à la fin de l'année 2023 était inférieur de 13 points à celui du reste du territoire national, à 73%. Dans certains de ces territoires, la fibre n'existe tout simplement pas, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Mayotte, la désignation de l'opérateur remportant la délégation de service public pour équiper l'archipel n'est intervenue qu'en mars 2025, ce qui en fait le dernier département de France, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, à ne pas être équipé. Et mis à part la Réunion, tous les territoires ultramarins sont en retard sur les déploiements de la fibre. Ces retards, qui sont dus au sous-investissement et au manque de volonté publique, attestent une gestion à deux vitesses, voire plus. Cela peut engendrer des effets malaisants, par exemple lorsque le cyclone Chido a dévasté Mayotte en janvier dernier et que le gouvernement, pataugeant dans la semoule, a choisi le réseau Starlink en guise de solution de fortune, alors qu'il existait des alternatives souveraines. Musk dit merci à Bayrou pour cette promotion publicitaire inespérée. En résumé, nous voterons cette proposition de loi parce que, premièrement, elle met de l'ordre par le renforcement des moyens de police spéciale et de contrôle de la qualité des raccordements à l'ARCEP et l'Agence nationale des fréquences. Donc, c'est important à un moment donné d'avoir un pouvoir de coercition sur les opérateurs. Et deuxièmement, parce qu'elle contraint plus durement ces mêmes opérateurs à assurer l'intégrité du service, faute de quoi ils seraient sanctionnés. Il faut donc réguler et sévir quand ça coince, au plus vite et enfin avec un effet dans le réel. Merci. Oui, merci, chers collègues de Seine-et-Marne. Alors, j'ai lu souvent dans la presse locale, enfin notre presse locale à nous en Ile-de-France, hein, c'est ce journal vraiment, tous les événements qui avaient eu lieu dans votre département. Et c'est vrai que je me demandais, on pouvait faire une belle concurrence entre le Val d'Oise et la Seine-et-Marne dans ce domaine, notamment l'événement auquel vous faisiez allusion fin 2023, qui est totalement ahurissant. Hein. Mais là où vous avez raison, c'est que d'abord, les choses sont complexifiées parce qu'il y a des sabotages, parce que là aussi il y a des armoires ouvertes à tout vent. Vous avez raison de souligner qu'il ne s'agit pas évidemment de pointer du doigt des sous-traitants ou des sous-traitants de sous-traitants qui n'ont pas d'autre choix que d'intervenir dans l'urgence, parce que je rappelle quand même qu'ils sont payés à la pièce, en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'ils ne raccordent pas, ils ne sont pas payés. Donc c'est un système complètement fou qui est mis en place, où on pressure des salariés qui sont souvent pas super bien formés, parce que quand vous avez sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant, bah évidemment, c'est pas comme un technicien Orange qui a guéri depuis 20 ans. Et ça, c'est un problème, je suis d'accord, qui doit être mis en avant. Et puis la deuxième chose sur l'outre-mer, vous avez absolument raison. Alors là, il y a plein de problèmes. Il y a un problème d'investissement dans les infrastructures qui, à mon avis, ne peuvent être que publics en réalité, parce que les opérateurs privés rechignent largement. Et sur Starlink, ça, on est d'accord. Moi, je suis pour favoriser toujours les entreprises nationales quand elles innovent, et il y en a. Cet amendement part d'un constat simple. Des dérives existent à l'étape du raccordement final de la fibre à l'utilisateur par le mode stock. Les opérateurs d'infrastructure de la fibre sous-traitent en général le raccordement final aux opérateurs commerciaux, ça on l'a dit, hein, qui eux-mêmes peuvent sous-traiter cette dernière étape à d'autres sous-traitants. Or, comme le relève un rapport récent de la Cour des comptes du 2 avril 2025, ce mode de gestion donne lieu à des flux financiers nombreux et complexes, et il est vivement et unanimement critiqué par les acteurs locaux du fait de son impact sur la
qualité du service et la résilience des réseaux. Comme toujours, la sous-traitance dilue la responsabilité des acteurs, ça a été dit tout à l'heure, qui se refilent le problème. Ils socialisent les pertes mais privatisent les profits. Ces dysfonctionnements sont structurels, ils résultent de l'organisation même du travail occasionné par la sous-traitance. Les techniciens qui opèrent effectivement sur les réseaux et travaillent pour le compte des stocks sont peu formés, sous-équipés, trop souvent sous-payés et embauchés en contrat précaire. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, tout à l'heure. Face à cette situation, nous demandons au gouvernement, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi, de remettre un rapport sur l'opportunité d'interdire la possibilité de sous-traiter un opérateur commercial l'étape du raccordement final de la fibre. Le rapport présentera les principales difficultés rencontrées et proposera, le cas échéant, des systèmes alternatifs pour assurer le raccordement final. Merci. Monsieur Saint-Martin, monsieur le rapporteur. Oui, alors, bon, vous avez dit ce qu'il fallait dire sur la généralisation du mode stock, sur la sous-traitance commerciale en cascade du raccordement final. Là, ce que vous proposez, si j'ai bien compris, c'est un rapport sur une opportunité. Donc là, on n'est pas du tout, je vois par rapport à certains collègues qui pourraient s'inquiéter, on n'est pas du tout sur quelque chose qu'on va forcément mettre en œuvre tout de suite. Non, là, on est étudier la possibilité, la faisabilité, dans le cadre d'un manquement grave à l'exercice de sa délégation de service public. Donc moi, j'y vois pas d'inconvénient. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présidente, merci. Là aussi, je comprends bien l'idée, mais c'est quand même un peu pittoresque de demander un rapport pour interdire la sous-traitance, d'autant plus que, en fait, la sous-traitance a marché pleinement, notamment sur la construction du réseau de fibre optique, et que si on interdisait la sous-traitance sur les raccordements, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de raccordement du tout dans notre pays. Parce qu'en fait, tous les fournisseurs d'accès Internet ne sont pas équipés aujourd'hui techniquement pour venir faire du raccordement. Donc ce n'est pas la peine, à mon avis, de commettre un rapport pour se dire que ça serait totalement loufoque et que ça ralentirait considérablement le déploiement de la fibre chez nos concitoyens et que nous stopperions totalement en fait, l'accès à la fibre optique d'un certain nombre des habitants. Donc je ne vois pas ce que ce rapport peut amener. Attention, monsieur Saint-Martin. Oui, pour répondre à cette remarque, au contraire, je pense qu'il y a une défaillance qui est structurelle, qui est systémique, qui va vraiment dans l'organisation même de ce travail de délégation, de surdélégation, qui aboutit à des dilutions dans les chaînes de responsabilité. On voit bien que c'est là la faille dans l'organisation. Donc moi, là, on n'est pas hyper radical dans la proposition. Au contraire, on vise à mettre en œuvre une enquête sur les conséquences de ce type d'organisation de travail. Je pense que c'est de bonne méthode, s'agissant du moment un peu clé qu'on est en train de traverser, d'étude des conditions de la résilience du système dans sa globalité. Donc là, franchement, je pense que tout le monde a intérêt plutôt à lancer l'enquête. Bien. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, par cet amendement, nous demandons la réalisation par le gouvernement d'un rapport, un nouveau rapport, remis au Parlement dans un délai de 3 mois après l'adoption de la loi sur l'état de la couverture fibre en Outre-mer et sur les délais nécessaires pour rattraper le retard de couverture avec l'Hexagone, notamment en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, les Outre-mer, et je l'ai dit tout à l'heure, connaissent un retard structurel dans le déploiement de la fibre. Ce rapport doit identifier les raisons de ces retards, qui sont inadmissibles. C'est une rupture d'égalité pour nos concitoyens ultramarins. Les 3 départements ciblés nominativement le sont pour des raisons propres. En Guyane, en plus du retard structurel dans le déploiement de la fibre optique que connaît le territoire, la présence du centre spatial de Kourou requiert des infrastructures internes solides. À Saint-Pierre-et-Miquelon, pourquoi n'y a-t-il pas de désignation d'opérateur pour la DSP? L'arrivée de la fibre sur l'île est primordiale, tant par sa position géographique est importante que la nécessité de connecter évidemment les habitants. Enfin, à Mayotte, le rapport devra nous éclairer sur les potentiels retards qu'a causé le cyclone Chido dans l'installation prévue de la fibre et dans quel délai l'île sera raccordée sérieusement et pas de façon gadget par la solution nord-américaine Starlink. En bref, ce rapport devra montrer les défaillances passées ayant amené à cette situation d'inégalité entre les territoires, mais aussi fournir un calendrier aussi rapide que précis pour parvenir au 100% fibre sur l'ensemble du territoire national. Bien, donc je vous propose maintenant de passer au vote sur la totalité de la proposition de loi ainsi votée et amendée. Voilà. Donc sur cette proposition de loi, qui est pour? Qui est contre? Donc 7 contre 7, c'est donc rejeté. Voilà.